Chers téléspectateurs, bonsoir. Voilà un mois que nous vivons dans les conditions exceptionnelles que nous impose le Covid-19. Et avec nous, l'ensemble du continent et le monde entier. Le combat chez nous se déroule sur deux fronts. Empêcher la propagation de la maladie d'une part, réduire ses impacts économiques et sociaux d'autre part. Depuis l'adresse à la nation du président de la République il y a 2 semaines, les choses avancent à grande vitesse. La délégation générale de la solidarité nationale et de la lutte contre l'exclusion, Ta'azour, a lancé samedi soir à Nouakchott Sud l'opération de distribution des produits alimentaires au profit des familles nécessiteuses à Nouakchott. Plus de détails avec ce reportage signé Yedali Fall. La délégation générale de la solidarité nationale et de la lutte contre l'exclusion Ta'azour a lancé une campagne de distribution de vivres et de produits de première nécessité à des milliers de familles. 30 000 familles profitent de cette aide qui comprend l'essentiel des produits consommés par les ménages mauritaniens. Cette opération rentre dans le cadre des efforts de l'État mauritanien visant à atténuer les répercussions économiques et sociales que subissent les citoyens au cours de cette période de confinement. C'est ce qu'a affirmé le délégué général à la solidarité nationale de la lutte contre l'exclusion Ta'azour, qui a déclaré sa joie de présider auprès du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, celui des pêches et de l'économie maritime et du commissaire à la sécurité alimentaire cette opération de distribution. Il a rappelé qu'elle est la première d'une série qui touchera l'ensemble du pays et qu'elle rentre dans le cadre du renforcement de la capacité des citoyens à disposer de moyens leur permettant de répondre à leurs besoins divers décidés par le président de la République dans son discours adressé à la nation le 25 mars dernier et dans lequel il avait promis de mobiliser toutes les ressources disponibles pour les orienter vers des activités sujettes aux conséquences éventuelles de la situation actuelle sur les citoyens, en particulier en direction de ceux qui sont les plus vulnérables ou qui ont de faibles revenus. Le délégué a souligné que cette aide comprend un sac de 25 kg de riz, 10 kg de pâtes alimentaires, 10 kg de sucre, 4 litres d'huile de table, un bon pour 15 kg de poisson et 5 kg de lait en poudre. Le délégué a noté que, vu la situation exceptionnelle que vit le pays, les vivres seront distribués par l'armée mauritanienne aux familles ciblées de Nouakchott pour éviter le rassemblement et respecter les consignes de prévention du Covid-19. Cette opération de distribution de vivres touche 30 000 familles. Le délégué général a saisi cette occasion pour rappeler le respect des gestes barrières pour arrêter la propagation du coronavirus. Merci donc Yedali Fall pour ce reportage lié au lancement de cette grande opération de distribution des kits alimentaires au profit des populations nécessiteuses de Nouakchott. Pour échanger avec nous sur ces sujets, nous recevons ce soir sur notre plateau, messieurs, Dr Mohamed Ahid Oulisselmou, qui est coordonnateur du programme d'inclusion économique El Barka Ta'azour. Bonsoir, monsieur le directeur. Nous recevons également M. Mohamed Aoul Moimou, directeur général de l'administration territoriale au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Bonsoir, monsieur le directeur général. Bonsoir. Nous recevons également Dr Khan Mustafa, qui est le directeur de la lutte contre les maladies transmissibles au ministère de la Santé. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir, monsieur. Bienvenue sur le plateau de Zoom sur. Concernant la première partie de notre émission, elle est consacrée au démarrage des opérations de distribution des vivres. Monsieur le coordinateur, 30 000 familles démunies seront soutenues par l'État. Sur quels critères ces familles sont-elles identifiées? Merci beaucoup. Merci d'abord de nous donner cette occasion pour faire un peu la lumière sur ce que Ta'azour est en train de mener comme partie ou comme action ou mesure du plan de riposte générale qui a été déclaré par son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani.
D'abord, je pense qu'avant d'aller vers les critères, il est judicieux quand même d'expliquer le déroulement de cette opération de distribution de vivres en nature au profit de 20 000 ménages, c'est le Nouakchott. Et aussi, cette opération sera suivie, Inch'Allah, par une deuxième qui est aussi d'importance, celle de distribution d'aide financière conséquente, Inch'Allah, pour les jours à venir. La délégation générale à la solidarité nationale et la lutte contre l'inclusion Ta'azour, ces actions rentrent dans le plan ou dans le cadre du plan national de riposte à la pandémie Covid-19, déclaré par son Excellence le Président de la République le 25 mars dernier. Cette opération, nous l'avons commencée dès le discours du Président de la République, c'est-à-dire à partir du 26 mars, nous avons commencé à collecter les données dans des conditions qui sont vraiment très difficiles, vu la situation où se trouvent les pays, comme d'ailleurs la planète entière. Et nous avons commencé à collecter les données d'une manière à recevoir toutes les listes des personnes, des ONG et d'autres. C'est-à-dire que nous avons des portes très ouvertes devant tout le monde et nous avons collecté quand même une base de données assez importante. Et à partir de cette base de données, nous avons démarré un recensement. Que d'abord, je vais souligner d'abord que ce recensement ne donne pas droit, c'est que beaucoup de ménages n'arrivent pas à comprendre. Et dans ce cas, c'est à partir de ce recensement qui est une première étape qui permet d'enrôler les ménages. Et cet enrôlement passe par un questionnaire. Ce questionnaire, il est très bien élaboré. Scientifiquement, il est très cohérent. Et aussi, ce qui est nouveau, c'est qu'avec une application informatique, ça nous permet de donner un score à chaque ménage. Ce score, il est attribué dès l'introduction des données. Dès que les données sont introduites et enregistrées, un score est attribué au ménage. Ce score lui permet, ou ça nous permet en tout cas au niveau de Ta'azour, de classer les ménages selon leur niveau de vulnérabilité. C'est sur cette base-là, avec une transparence totale, que nous avons commencé cette opération, qui a abouti à cette opération de distribution d'envergure, qui est d'ailleurs très importante. Il faut noter que ce kit de produits de première nécessité, ça permet de soulager la situation des ménages qui se trouvent aujourd'hui et sera, Inch'Allah, aussi une étape. Le gouvernement aujourd'hui, il est très clair que son objectif, c'est plutôt d'aller vers le bien-être, Inch'Allah, après avoir que notre pays, Inch'Allah, arrive à sortir de cette situation. Que nous sommes d'ailleurs aujourd'hui parmi les meilleurs pays qui ont lutté par des mesures qui sont très transparentes, des mesures aussi efficientes et qui prennent en considération la transparence dans l'action. Et que la devise réellement, c'était la transparence et l'équité dans ce que nous allons, dans tout ce que le gouvernement a déjà mené comme action pour lutter contre cette pandémie. Deuxième point à noter, c'est que Ta'azour, il faut aussi noter que Ta'azour actuellement en train de mener une opération cash transfert au niveau de 9 muqata'a les plus pauvres du pays et que dans les jours à venir, Inch'Allah, le mois de juin, nous allons ajouter 4 autres muqata'a et nous arrivons à la fin de l'année, Inch'Allah, à 26 muqata'a, ce qui amène le nombre de bénéficiaires à 70 000 ménages avec quand même une aide financière qui est intéressante et qui permet et c'est aussi pour une période continuelle, Inch'Allah, jusqu'à ce que nous arrivons à l'engagement du Président de la République d'ici 2024 pour les 150 000 ménages. Ça, c'est... D'accord. Allez-y, monsieur le coordinateur, allez-y. Ce qu'il faut expliquer tout simplement, c'est que nous, aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, il est pour une première fois scientifiquement bien justifié. Ça veut dire que les critères que nous avons choisis, c'est votre question, c'est que nous avons allé vers d'abord l'âge et le sexe du chef de ménage, parce que l'objectif de nous, c'est que beaucoup de gens aussi n'arrivent pas à comprendre, c'est que pour nous, il y a une différence entre la personne identifiée ou la personne cible et le ménage. Parce que l'opération vise le ménage, pas la personne. Et dans ce cas, nous arrivons à donner des scores, ou si vous voulez, une moyenne pondérée à partir des variables, que chaque variable, elle a aussi des modalités. Ces modalités seront, on attribue à chaque modalité un score. Cela permet de dire que parmi les variables que nous avons utilisées au niveau de ces questionnaires, d'abord l'âge et le sexe du chef de ménage, l'activité menée par les ménages, parce que l'activité a été touchée par ces mesures que le gouvernement a mis en place, qui sont d'ailleurs dans l'intérêt de la population. La troisième variable aussi, nous avons pris le type de ménage. Ça permet de voir la situation, le niveau de la vulnérabilité et la pauvreté d'un ménage. Aussi le revenu. Nous avons aussi allé vers nous avons aussi inclus une autre variable, c'est la taille du ménage et le nombre d'enfants à charge.
et le nombre d'enfants mineurs au niveau du ménage, parce que le ménage pour nous c'est plus la définition pour que aussi la population arrive à comprendre la définition du ménage. Parce que quand on dit ménage, pour nous c'est la définition scientifique, c'est-à-dire un ensemble d'individus qui sont au niveau d'un territoire bien déterminé, un espace bien déterminé, une maison, une baraque, n'importe, en tout cas au niveau d'un espace bien déterminé, et qui partagent la nourriture et qui ont un chef de ménage qui est le responsable et qui prend la décision pour ces ménages. C'est ça la définition. La raison pour laquelle, que j'explique un peu, vous me donnez une minute, c'est que quand on donne cette définition, c'est pour expliquer que s'il y a deux familles, là nous parlons de familles au niveau d'un seul ménage, il s'agit tout simplement pour nous d'un seul ménage. Dans ce cas, l'aide sera attribuée pour l'un de ces ménages. Et ce que nous avons fait ici est vraiment simple, c'est-à-dire en tout cas nous arrivons à avoir une transparence dans ce qu'on fait parce que nous avons au niveau du questionnaire le point GPS qui seront enregistrés. Et dans ce cas, il n'y aura pas, ça va assurer pour nous qu'aucun ménage ne sera inscrit plus qu'une seule fois. Deuxième point aussi, ça nous permet aussi pour la distribution de voir une traçabilité de l'opération de distribution, à la fois aussi de voir la facilité de distribuer. Parce que quand il faut regarder un peu la façon dont on fait pour la distribution, elle est tellement, c'est la première fois qu'on fait ça au niveau de notre pays, c'est que nous arrivons à arriver directement vers le ménage par ces coordonnées GPS. Et dès que nous arrivons aussi, le ménage, il y a deux choses. Soit il a une pièce d'identité, et dans ce cas, nous allons matérialiser, c'est-à-dire matérialiser par une lecture systématique de sa pièce d'identité ou par son téléphone. Et dans ce cas, nous avons automatiquement, dès que le ménage est servi, automatiquement, nous avons au niveau de notre base de données c'est aussi que la même information à l'instant même. Et dans ce cas, donc nous avons on va essayer de voir avec Monsieur le coordinateur les différentes composantes de ce programme qui concernent aussi bien le commissariat à la sécurité alimentaire que le ministère de la Pêche qui fournit aussi le poisson dans le cadre de cette opération. Et on va essayer d'impliquer le ministère de l'Intérieur qui est membre de cette commission pour voir la synergie entre les départements de l'Intérieur et cette commission dans le cadre de cette opération. Merci. Donc, je crois que le coordinateur a mis les choses dans leur contexte. Cette opération de distribution donc, a été mise en œuvre par la conjonction des efforts de quelques départements. Donc c'est Taazour, bien sûr, qui est le chef de file de cette opération, qui rentre bien entendu, comme il l'a dit, dans le cadre de la réduction de l'impact de l'ensemble des mesures qui ont été prises pour lutter contre la propagation de la pandémie du Covid-19. Donc elle rentre dans le cadre des orientations du président de la République et de son discours, de son adresse, comme vous en avez parlé plus tôt. Et elle est aussi intéressante parce que c'est une opération tout à fait spéciale par rapport à ce que les populations ont régulièrement suivi pour ce qui concerne les distributions gratuites de produits alimentaires aux populations. Donc, c'est donc Taazour, le ministère de la Défense, parce que c'est l'armée qui procède à la distribution, et le ministère de l'Intérieur à travers les hakim, les communes, bien sûr, les wilayas, les 3 wilayas de Nouakchott. On parle maintenant de l'opération au niveau de Nouakchott, bien entendu. Le ministère de la Pêche, parce qu'il intervient dans le cadre de tout ce qui concerne le poisson, donc, qui a été distribué également, et le CSA, le commissariat à la sécurité alimentaire. Donc c'est une opération spéciale parce que d'abord elle intervient dans un contexte spécial, dans un contexte où un certain nombre de mesures, en particulier pour la distanciation sociale et pour éviter les rassemblements, et toutes les autres mesures relatives au couvre-feu, relatives à l'interdiction de la circulation entre les villes et tout ça. Donc cette panoplie de mesures a impacté un certain nombre de nos populations. Et si elle impacte, ça veut dire que les plus vulnérables sont encore plus impactés. Et donc elle intervient dans ce cadre-là. Sa spécificité, c'est que c'est Taazour qui l'amène. Taazour, dont l'un des objectifs principaux est la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, comme son nom l'indique. En outre, sa spécificité aussi, c'est surtout
la distribution, l'opération de distribution est prise en charge par des unités de l'armée nationale et elle se passe la nuit. Elle se passe la nuit. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, nous ne voulons pas que beaucoup de gens se retrouvent ensemble. Donc, pour respecter cette distanciation sociale qui est l'une des raisons fondamentales pour éviter la propagation du virus. Donc, ils viennent la nuit et la distribution se passe la nuit. Mais aussi, elle se passe avec de nouveaux instruments. Ces instruments sont des instruments qu'a développé Taazour. Vous avez des représentants de Taazour qui accompagnent chaque équipe de l'armée nationale. Ces éléments de Taazour ont chacun une tablette avec l'ensemble des renseignements sur chaque famille, sa photographie, sa filiation, la position géographique de son habitation. Et donc, ils viennent directement, ils s'orientent à travers cette tablette numérique. Je m'excuse de vous interrompre. Oui. Il y a l'opération, elle a été lancée il y a 72 heures à peu près, parce qu'elle a été lancée le samedi, et on est aujourd'hui le lundi, à peu près 72 heures de son lancement. Certaines voix, à travers les maires de certaines communes, au niveau du Muqata'a de Nouakchott, se sont levées pour dire qu'il y a eu des omissions et l'erreur est humaine. Donc, qu'en pensez-vous de ces réclamations posées par les uns et les autres? En tant que représentant du ministère et du ministère de l'Intérieur, nous n'avons pas eu vent de ces remarques ou de ces observations des maires avec qui nous travaillons ensemble, justement, dans le cadre de cette opération. Il n'y a aucune réclamation. Vous ne pensez pas qu'il y a des omissions peut-être? Non. C'est-à-dire que l'opération, elle continue. Les familles qui n'ont pas encore été visitées ne savent pas si elles vont être visitées. C'est ça le problème. Mais l'opération continue. On est à presque 4 000 et quelques, mais c'est 20 000. Et donc, les gens doivent savoir que, comme l'a dit tantôt le coordinateur, les populations, les listes qui ont été recensées par les communes, elles vont également être... elles sont au niveau de Taazour, mais Taazour va les faire justement, va réaliser toute la panoplie de mesures qu'il fait, c'est-à-dire il va recouper avec ses propres listes, avec les listes, les fichiers de budget, avec tout, et ils vont même aller jusqu'aux familles concernées, ils vont faire un questionnaire et tout. Donc ça ne veut pas dire, si vous êtes recensé au niveau d'une commune, ça ne veut pas dire que systématiquement vous allez être bénéficiaire. Ce recensement va être remis à Taazour, Taazour va le travailler, vous allez être visité chez vous. Et donc, la priorité. Non, vous allez être évalué, comme il l'a dit, avec des éléments objectifs, parce que l'intérêt de cette procédure, c'est qu'il n'y ait aucune subjectivité dans le choix des familles, que ce soit vraiment des familles qui sont validées par des critères objectifs, matériels. D'accord, merci Monsieur le Directeur Général pour toutes ces informations. On va essayer de se tourner vers le Dr Kane. La santé, elle est l'élément clé de cette campagne que nous vivons actuellement. Où en est-on de l'état d'avancement des dispositions sanitaires prises par le département de la santé pour faire face à ce virus Covid-19, particulièrement les mesures préventives? Merci, monsieur, et encore une fois, merci de nous avoir donné l'occasion de nous exprimer devant les populations. Avant d'aller directement vers quelques mesures spécifiques qui sont prises par le département de la santé, je dois dire d'abord que nous sommes dans le cadre d'un mouvement d'ensemble. Parce que dans le cadre de la lutte contre cette pandémie, il ne peut pas y avoir de réussite sectorielle. Il y a une réussite totale d'un gouvernement, d'un État, et une réussite de tout le monde. L'État avait déjà pris un certain nombre de mesures en sécurisant le pays au niveau des frontières,
Et c'est à partir de là-bas d'ailleurs que le ministère de la Santé aussi à l'époque avait mis un dispositif pour dépister certains cas en mettant en place ce qu'on appelait des caméras thermiques, en mettant un questionnaire, en mettant du personnel médical pour évaluer toutes les personnes qui rentraient dans le pays. Ça, c'est au début même de cette pandémie. Mais en plus de tout cela, dans le cadre d'un comité interministériel dans lequel le ministère de la Santé participe, des mesures ont été prises dans le domaine de la prévention. Le fait d'avoir d'abord instauré un couvre-feu, ça limite les déplacements. Le fait d'avoir fermé certains marchés et certains commerces, ça limite les déplacements. Le fait d'avoir allégé le fonctionnement de l'État et des structures publiques en demandant au personnel non essentiel de rester à la maison et d'y travailler et de ne venir au bureau qu'en cas de nécessité. Le fait d'avoir fermé les écoles, le fait d'avoir, je ne dis pas confiné certaines régions, mais d'avoir limité les déplacements interrégionaux a joué un grand rôle dans la prévention de cette maladie parce qu'on a vu qu'elle est contagieuse, mais qu'elle se transmet en général par des contacts directs. Donc le fait de garder la distance entre les personnes, le fait de limiter les déplacements, le fait d'empêcher les regroupements dans les stades, dans les écoles et des fois même dans les mosquées, parce qu'on a demandé à la prière du vendredi par exemple que les gens, s'ils pouvaient, ne pas se regrouper parce que c'est des sources de contamination. Bon, toutes ces mesures, bien sûr, nous aident dans le domaine de la prévention, mais elles ont des répercussions des fois qui sont négatives sur le plan économique et sur le plan social. Mais toutes les mesures d'accompagnement qui sont citées par mes prédécesseurs, justement, sont faites pour corriger les effets secondaires de l'apport du ministère de la Santé dans le cadre de la lutte contre cette maladie. Maintenant, les autres mesures qui sont prises, c'est des mesures d'hygiène. On demande le plus souvent de mettre une protection, c'est-à-dire de mettre un masque qui va limiter la projection des gouttes de salive qui en général ont une charge virale très élevée si la personne bien sûr est malade. Donc par précaution on demande de mettre un masque et on demande de se laver les mains régulièrement, le plus possible, et avec du savon ou de mettre des produits hydroalcooliques. Tout ça parce qu'on a vu que le virus quand même est très sensible à ces produits-là. C'est pour limiter la contagion. Mais la situation aujourd'hui, présentement, au niveau national, elle est sous contrôle. Le nombre de personnes confinées aujourd'hui, nous sommes à peu au niveau près, national, au niveau des zones... Nous sommes environ à 1026 personnes confinées. Et nous avons fait des tests sur certaines personnes qui ont été positifs. Ça, vous le savez comme moi. Il y a eu 7 cas positifs. Il y a eu un cas de guérison. Il y a eu un décès. Bon, quand on voit des chiffres comme ça dans l'absolu, ce n'est pas beaucoup. 7 cas, ce n'est pas beaucoup. Mais un décès sur 7, c'est énorme. Parce que ça fait près de 14%. Donc, mais toutes les mesures qui ont été prises font que la situation est maîtrisée. Et nous espérons que si nous allons jusqu'à la fin de cette épidémie avec des mesures de ce genre qui sont maintenues, à défaut d'être renforcées, qui sont maintenues, nous avons beaucoup de chances de nous en tirer avec le minimum de dégâts. Mais sur le plan moyen, vous avez suffisamment de moyens? Bon, vous savez, sur le plan des moyens, l'État a mis énormément de moyens avec ses partenaires technico-financiers. Les tests qui permettent de vérifier, en tout cas de contrôler les personnes confinées avant de sortir, parce qu'il y a eu près de 500 cas qui ont été testés et ils ont tous, en dehors de ces cas, ils ont tous été négatifs. Et ensuite, dans les structures publiques, ici à Nouakchott, à chaque fois que les personnes sont confinées, avant de les libérer, nous faisons un test pour nous assurer que ces personnes ont d'abord vécu la personne de confinement sans développer des signes, mais qu'en plus qu'ils ne sont pas porteurs sains. Et sur le plan des équipements, matériel de diagnostic, vous avez reçu un lot? Oui, nous avons reçu suffisamment de lots pour en tout cas faire face à la situation actuelle. Et d'ailleurs, certains de ces lots ont commencé à être acheminés. En plus des masques? Non, les masques, c'est juste pour la protection. Mais je parle des tests biologiques qui permettent de dire que telle personne est malade ou elle n'est pas malade, ou elle est indemne. Ces tests existent. Ils sont mis au niveau des zones frontalières? Ils sont mis au niveau d'abord du Centre national des opérations d'urgence en santé publique. Ils sont mis au niveau de l'Institut national de recherche en santé publique. Ce qui fait que ces personnes-là
quand elles sont suspectées ou quand elles sont en contact avec une personne qui a développé la maladie, on fait ce test biologique qui confirme ou qui infirme la présence de ce virus. Et ces tests aussi vont être, dans les jours qui viennent, disponibles dans les wilayas parce qu'on va commencer à libérer les personnes qui étaient confinées à Zouérad, Dakhlet Nouadhibou et au Trarza, etc. etc. Donc, la situation elle est sous contrôle. Tout ce qui a comme impact négatif sur les mesures qui ont été prises sont corrigées et en train d'être corrigées par les mesures que le gouvernement a prises et continue à prendre, dont le couvre-feu. Mais vous savez, à chaque fois qu'on amène, qu'on fasse un traitement ou qu'on donne une thérapie, il y a des effets secondaires qui peuvent être favorables, qui peuvent être négatifs. Les effets favorables dans le confinement, dans le couvre-feu, c'est qu'il y a certains actes de banditisme, de vol, de crimes et tout ça qui ont diminué. Bon, les effets secondaires, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui se déplaçaient, qui gagnaient leur vie avec les petits travaux qu'ils faisaient. Mais ces gens, ils vont être en situation difficile. Mais justement, c'est dans ce cadre que l'État a pris des mesures d'accompagnement pour que ces gens ne se retrouvent pas en situation précaire. D'accord, merci docteur. Avant de donner la parole à Ta'azour qui pilote cette opération pour nous donner plus de détails au sujet de cette opération, on va suivre un reportage signé Aminata Khan qui évoque les mesures prises par les autorités sanitaires et sécuritaires dans notre pays. Après 3 semaines d'intense sensibilisation sur les dangers de la pandémie Covid-19, les citoyens ont adopté les mesures barrières et compris la portée des messages que tous les acteurs de l'État et de la société civile ont véhiculés des semaines durant. Ce citoyen a déclaré que l'État a rapidement pris les mesures pour prévenir la propagation du virus, notamment en instaurant un couvre-feu en fermant les frontières maritimes, aériennes et terrestres. Abondant dans le même sens, cet autre citoyen demande aux habitants de respecter les mesures d'hygiène et d'accompagner le gouvernement dans ses actions qu'elle mène contre le Covid-19. Les autorités sécuritaires travaillent de jour comme de nuit pour faire respecter les mesures. Parmi la panoplie de ces mesures figure la fermeture des centres commerciaux, des universités et du marché de téléphonie mobile. Nous avons rencontré Dr Sidi Ould Zahav, directeur de la santé, qui a affirmé que le gouvernement mauritanien a élaboré une stratégie de prévention du virus corona qui comprend un ensemble de mesures, notamment l'organisation de campagnes de sensibilisation sur les moyens de prévenir ce virus, l'arrêt des voyages internationaux, la précaution prise par les différents secteurs gouvernementaux vis-à-vis des effectifs et des visiteurs, ainsi que la réduction des points d'accès frontaliers. Il a en outre indiqué que le ministère de la Santé a mis en place un plan d'action évolutif en fonction du degré de la pandémie qui comprend l'ouverture de plusieurs centres d'isolement et l'augmentation de leur capacité à différents niveaux, traitement, réanimation, contrôle et isolement. Merci Aminata Khan. Monsieur le coordinateur, vous avez parlé du lancement de cette opération. Est-ce que cette opération sera étendue au niveau des autres zones du pays, au niveau des Muqata'a du pays, ou elle est limitée essentiellement au niveau de Nouakchott? Je pense que d'abord, avant de passer à votre question, je dois ajouter tout simplement que l'enrôlement, je le répète aussi une deuxième fois, l'enrôlement ne donne pas droit à ce kit de produits de première nécessité. Ça, il faut vraiment que les ménages arrivent à comprendre, ou en tout cas à bien cerner cette problématique. Nous, pour le moment, nous avons déjà enrôlé à peu près 23 000 ménages. À partir de ce scoring que nous appliquons au niveau de cette base de données, nous avons classé les ménages selon leur niveau de vulnérabilité. C'est de cette base-là que nous avons déjà commencé la distribution. Cette opération de distribution qui est aussi d'envergure et qui est extrêmement importante,
elle continuera, Inch'Allah, tant que le gouvernement trouve qu'il y a une nécessité de cela. Le gouvernement suit de très près la situation au niveau du pays. Et je pense que les mesures très appropriées à cela seront prises automatiquement dès que la situation le demande. Au niveau du pays, je pense que le gouvernement, depuis que son Excellence président de la République a pris en main les choses au niveau de ces pays, nous constatons facilement, je pense que cela n'a pas besoin d'être vraiment un économiste de voir cela, c'est que les politiques sont toujours des politiques très objectives et très ciblées. Et il y a aussi une devise qui est très intéressante dans l'action du gouvernement, c'est l'équité. Et je pense que dans ce cadre-là, évidemment que l'intérêt du pays aussi va bénéficier, Inch'Allah, de cette opération. Il va bénéficier évidemment que le fait de commencer par Nouakchott, ça s'est dit tout simplement à une question d'organisation et de planification. Et Inch'Allah, les jours à venir, tous les muqata'a, en tout cas des pays, vont bénéficier, Inch'Allah, de cela. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, je pense qu'au niveau d'intérêt du pays aussi, le gouvernement aussi a pris d'autres mesures qui sont aussi liées à cette opération, celle de contrôle des prix. Les prix sont contrôlés, les produits sont disponibles. Et ça rentre, tout cela, comme disait le docteur, tout ça rentre dans une démarche globale. Le gouvernement agit ensemble, ce n'est pas une action sectorielle, ce n'est pas seulement Taazour, ce n'est pas seulement la santé, l'intérieur, la défense. Tout le monde, je pense que tous les ministères de pêche et d'autres, tout le monde agit dans une symbiose, dans une convergence vers un objectif ultime, c'est celle de bien-être de notre population. Et d'arriver. Mais certains citoyens posent la question, est-ce que les distributions qui ont été faites au niveau de Nouakchott sont limitées à cette période ou c'est tout au long du confinement? C'est exactement ce que je viens de dire. J'ai dit que tout simplement, tant qu'il y a une nécessité à cela, le gouvernement prend l'engagement de le faire. Mais le gouvernement, tout le monde le voit, je pense que c'est vraiment simple à constater, c'est que le gouvernement suit d'une manière vraiment près, de très près même, la situation de cette pandémie et il suit l'évolution. Les commissions interministérielles se réunissent tous les jours, les commissions techniques se réunissent aussi tous les jours. Et dans ce cas, il y a un suivi régulier et une évaluation très juste, très exacte et aussi une transparence qui est très claire dans l'action. Et dans ce cas, je pense que le jour où nous trouvons qu'il y a une nécessité que nous continuerons les mêmes actions, le gouvernement, je pense qu'il va continuer aussi les mêmes actions. Mais en tout cas, je pense que c'est une question de nécessité, c'est une question aussi de besoin. C'est-à-dire que s'il y a le besoin est là, je pense que l'action aussi sera aussi au rendez-vous. On va revenir sur les détails de cette distribution, c'est-à-dire les denrées qui sont prévues dans le cadre de cette opération. Auparavant, Monsieur le Directeur général, Aminata Khan vient de parler des dispositions sécuritaires prises par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. On constate à travers les différentes informations ça et là des proliférations au niveau de nos zones frontalières. Est-ce que le ministère de l'Intérieur a pris des dispositions pour empêcher ce genre de prolifération qui peut essayer de développer le coronavirus au niveau de notre pays? Merci. Comme l'a dit tantôt le docteur, le ministère de l'Intérieur a pris un certain nombre de mesures, dont entre autres la fermeture des frontières, de tous les postes frontaliers en dehors des postes frontaliers du PK55, de Rosso et de Gougui pour le passage uniquement des marchandises, des camions de marchandises. Donc cette fermeture des frontières officielles s'est matérialisée par le déploiement des forces armées et de sécurité sur toute la bande frontalière du pays. Ce redéploiement a été fait avec tout ce qui peut permettre une bonne articulation au niveau des zones les plus sensibles, particulièrement les zones de passage Si ces frontières n'étaient pas tenues comme il faut, vous auriez eu aujourd'hui le nombre de confinés beaucoup plus important que ça. La majeure partie des personnes confinées actuellement sont des personnes qui sont rentrées depuis longtemps régulièrement. Les personnes qui... parce qu'il ne faut pas dire seulement la frontière est bien surveillée, et même quand quelqu'un arrive quand même à passer irrégulièrement, il est tout de suite pris.
Ça aussi, c'est important. Parce que, comme vous l'a dit, docteur, on a à peu près 800, 700 et quelques confinés à l'intérieur du pays. Ce ne sont pas tous des gens, bien sûr, qui ont passé la frontière, mais un certain nombre de ces confinés ont traversé la frontière régulièrement, mais ont été tout de suite pris. Il faut dire aussi que notre force aussi au niveau des frontières, et ça c'est très important, et c'est dans le cadre régional même, et dans le cadre sécuritaire au niveau régional, c'est que nous avons développé depuis longtemps une force extrêmement utile. C'est la symbiose entre les populations frontalières et les forces armées et de sécurité. Et ça, c'est un élément majeur qui caractérise notre stratégie nationale et qui fait que même si vous traversez, vous êtes tout de suite dénoncé. Et puis, je crois aussi que la grande campagne de sensibilisation qui a été faite a eu quand même des résultats importants parce que quand même les villages commencent à comprendre le danger de cette pandémie. C'est vrai. Et donc, souvent, c'est les villageois eux-mêmes qui dénoncent, attention, il y a un monsieur qui vient d'arriver, il paraît qu'il vient de Côte d'Ivoire ou vient de... Donc, nous avons souvent, donc, avec nous, les populations qui nous aiment. Même des familles qui dénoncent le chef de foyer, d'ailleurs. Et ça, c'est un bon signe. C'est une prise de conscience. C'est un bon signe parce que la peur s'est installée et c'est tout à fait logique. Quand on voit tout ce qui se passe au niveau du monde, de l'ensemble des pays. Et donc, nous avons aussi cet élément qui est aussi important à souligner, en dehors effectivement, du déploiement sur l'ensemble de la frontière de nos forces armées et de sécurité. Et nous avons aussi le déploiement au-delà de la frontière. Vous savez, il y a énormément de structures qui fonctionnent en dehors même de ces choses-là. Tout cela pour essayer de couvrir au maximum les frontières et pour empêcher toute traversée irrégulière. Par ailleurs, je voulais revenir un peu sur une remarque que vous avez faite au début concernant des informations qui auraient été recueillies, que les maires auraient fait des observations. Certains disent qu'il y a eu des omissions. Je voudrais dire que d'abord les maires, il ne faut pas oublier que les maires sont des autorités les plus à même, sont les plus proches des populations. Les maires, c'est des gens qui ont été élus. C'est les élus du peuple. Voilà, c'est les élus du peuple. Ce sont les gens les plus proches de leur communauté. Et donc, c'est normal que les gens viennent dans les communes pour chercher à se recenser en tant que personnes indigentes, personnes pauvres. Donc, les communes, si elles recensent des indigents, ils ont un registre social et c'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, Taazour, dans le cadre de son premier recensement, a utilisé, entre autres éléments, les registres sociaux de certaines communes. Et donc, c'est une référence, en tout cas, pour la communauté et pour la pauvreté au niveau de leur territoire. Et donc, par ces biais, les communes sont censées recevoir les indigents pour être recensés, quitte à ce qu'après, ce recensement puisse être transféré au niveau de Taazour pour le faire valider à travers donc, la procédure Et donc, en tout cas, pour cette opération, les hakim, les maires, l'administration territoriale est décentralisée et vraiment fait équipe dans le cadre de cette opération. Et il y a plutôt une coopération et une collaboration pour faire en sorte que cette distribution soit vraiment la meilleure et que les résultats qui en sont escomptés. Merci, Monsieur le Directeur Général. Donc, Dr Kane, sur le plan sanitaire, quel est l'état d'avancement de la campagne de sensibilisation menée par les différentes structures de santé? Est-ce que vous ne constatez pas un certain nombre de défaillances ça et là? Non, moi je pense que... Les organisations internationales, surtout à l'image de l'UNICEF, qui font le porte-à-porte Oui, d'abord nous sommes dans un monde actuellement
où l'information est facile à obtenir. Maintenant, quitte à faire une bonne analyse de toutes les informations que nous recevons. Donc, par rapport au coronavirus, il suffit d'avoir un téléphone, il suffit d'avoir WhatsApp, il suffit d'avoir une télé pour savoir quand même la gravité de la situation à l'échelle internationale. Quand quelqu'un regarde la télé aujourd'hui, il voit les milliers de morts à New York, il voit des milliers de morts en Italie et partout, il saura que ce n'est pas de la rigolade, qu'on est dans une situation très complexe, très excitante, très émotionnante et très grave. Et c'est pour ça que toutes les campagnes de sensibilisation qui ont été faites, toutes les campagnes de sensibilisation qui ont été faites ont porté leurs fruits parce qu'aux endroits les plus reculés, les populations ont eu la perception du danger qu'elles encourent. C'est pour ça d'ailleurs que, comme l'a dit tout de suite monsieur le directeur, par rapport aux populations, certains qui étaient revenus de manière, qui sont rentrés en Mauritanie chez eux de manière régulière, qui ont été confinés, et il y a eu d'autres peut-être qui ont pu s'infiltrer, mais sans que cela ne prenne un caractère de délation, les populations même sont venues informer l'autorité publique, l'autorité sanitaire, de l'existence d'une personne qui est venue, en lui faisant comprendre d'abord que c'est dans son intérêt, parce que quand on le confine, on le prend en charge, et que si la maladie se déclare, on le soigne. Donc c'est d'abord dans son intérêt. Et deuxièmement, c'est un double intérêt. D'abord parce qu'il ne va pas contaminer son épouse, ses enfants et son entourage. Et c'est un triple intérêt à l'échelle nationale. Il ne va pas quand même propager la maladie qui va avoir des répercussions négatives sur les populations. Donc la sensibilisation, elle est bien faite parce qu'elle est faite sur des critères techniques, scientifiques, avec l'appui de nos partenaires technico-financiers, comme vous dites, comme l'OMS, comme l'UNICEF, comme le PNUD, etc. Mais le gouvernement aussi a d'autres départements qui sont spécialisés dans la communication. Et comme l'a dit monsieur le directeur, c'est un mouvement d'ensemble. C'est pour ça que les maires qu'il vient de citer, qui sont des auxiliaires de l'État, qui sont des élus du peuple, mais qui sont surtout en contact avec la population. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils se préoccupent de tout ce qui va vers les populations, etc. Vous avez besoin de plus de sensibilisation à l'intérieur du pays, au niveau des structures de santé. Parce qu'au niveau de Nouakchott, nous avons les médias, nous avons les chaînes de télévision, nous avons la radio. La sensibilisation dont je vous parle, elle ne se limite pas à Nouakchott, elle se limite dans l'ensemble du pays. Pourquoi? Parce que le ministère de la Santé, quand même, a son démembrement jusqu'au niveau du poste de santé. Mais nous avons vu les campagnes de vaccination, par exemple, que le ministère de la Santé organise régulièrement, qu'ils utilisent des supports à travers des mégaphones au niveau des différentes structures sanitaires. Il y a des banderoles, il y a des dépliants, il y a des mégaphones. Je pense qu'il y a lieu à l'intérieur du pays, ils ont besoin de plus de sensibilisation, parce qu'au niveau de Nouakchott, il y a les médias, il y a les supports de communication, il y a la télévision, même à travers des sketchs et tout. Mais à l'intérieur du pays, je pense qu'il y a lieu de continuer la sensibilisation pour appuyer un peu l'effort mené par les différentes autorités administratives, parce qu'il y a les gouverneurs des régions, les hakems, qui ont organisé un certain nombre d'activités visant à sensibiliser les populations sur le danger de cette pandémie. Mais je pense que le ministère de la Santé, à travers les différents départements ministériels, doit mettre l'accent à l'intérieur du pays sur la sensibilisation. Non, ça, il n'y a aucun doute. L'accent est déjà mis à l'intérieur, parce qu'il n'y a pas que le ministère de la Santé, on a d'autres partenaires, des organisations non gouvernementales. Les chefs religieux aussi. Oui, les leaders d'opinion, les chefs religieux, les enseignants qui n'ont plus besoin d'aller à l'école. Les organisations non gouvernementales. Justement, tout le monde a été à même contribution, et nous avons même appris que dans les villages, qu'il y a eu des comités villageois composés d'instituteurs, d'enseignants, etc., pour aller dans les maisons sensibiliser les populations. Parce que l'implication des villageois est déterminante aussi dans cette opération. Comme l'a dit le directeur général, l'approche sécuritaire de la Mauritanie à partir du G5 Sahel, elle a impliqué les villageois, à tel point que dès qu'il y a un cas, il est signalé automatiquement par les villageois. Donc il y a lieu de les impliquer dans le cadre de cette campagne. Dans le monde actuel et à l'heure actuelle, il ne peut pas y avoir de réussite, que ce soit économique, que ce soit social, que ce soit de la sûreté nationale ou de la sécurité, sans impliquer les communautés. Même dans la lutte contre le terrorisme, si vous n'impliquez pas la communauté, vous ne pouvez pas avoir de résultats. Donc le fait d'impliquer la communauté à la base, c'est quelque chose maintenant qui est bien rodé, et surtout dans le domaine de la santé, nous nous sommes rendus compte que l'implication de la communauté a toujours donné non seulement des résultats positifs, mais surtout des résultats positifs, mais de grande ampleur.
Et c'est le cas actuellement. C'est pour ça d'ailleurs, comme j'ai dit, que la situation, si elle est maîtrisée et que les populations acceptent d'être confinées et que les populations ne se déplacent plus d'une région à une autre et même d'une localité à une autre, sauf de manière, comme j'ai dit, incontournable pour aller s'alimenter, pour aller. Mais donc, tout ça, c'est des mesures qui sont prises, qui sont bien mesurées et qui ont commencé à donner des résultats. Et à cela aussi, comme j'ai dit, toutes les mesures d'accompagnement qui sont prises, parce qu'en dehors même de la distribution des aliments et autres, il y a des départements de l'État qui ont commencé à faire des tournées pour apporter un appui en aliments de bétail, pour appuyer les agriculteurs. Mais parce que tout ça, ça contribue à stabiliser. C'est une composante du programme d'intervention. Oui, parce que sinon les populations, comme j'ai dit, il ne faut pas qu'on les sauve du coronavirus et après qu'ils meurent de faim. Donc c'est pour ça que toutes ces mesures sont prises, de telle sorte qu'on avance dans un mouvement d'ensemble en sortant de la crise du coronavirus, mais avec le minimum de séquelles sur le plan économique et sur le plan social. Donc une autre question, docteur. Où en est-on dans la distribution d'équipements de protection individuelle à Nouakchott et dans les wilayas? Bon, vous savez, les protections individuelles, je crois que le personnel de santé qui est en première ligne, qui est en contact avec les malades, est d'abord prioritaire. Parce qu'aussi, il ne faut pas aller à la panique de telle sorte qu'il faut distribuer à toute la population des masques, des turbans et tout ça. Non, ce n'est pas utile. C'est vrai qu'en mettant un masque, surtout quand on est malade, ça limite la propagation du virus. Et le fait de mettre un masque aussi empêche d'absorber certaines particules, même en dehors du virus. Donc, ça a toujours un intérêt d'avoir des masques. Mais il faut d'abord commencer par le personnel de santé, qui est suffisamment équipé à l'heure actuelle, mais en dehors du personnel de santé aussi, il y a le personnel de la sûreté et de la sécurité, il y a la gendarmerie, il y a l'armée, parce que tout ceci contribue aux résultats que nous cherchons dans le domaine de la santé. Donc, ces équipements sont disponibles. Je ne peux pas dire qu'à l'heure actuelle que nous couvrons tous les besoins du pays, mais il y a des quantités quand même suffisantes et qui ont commencé à être acheminées au niveau des régions pour protéger, comme je dis, le personnel de la santé et les corps d'armée, de police qui sont impliqués dans la surveillance du déplacement des populations, dans l'observance du couvre-feu, dans la limitation des attroupements, etc. etc. Donc à l'heure actuelle, nous avons suffisamment d'équipements et que les personnes qui sont en contact direct avec un malade déclaré ont des équipements spécifiques qui leur permettent de soigner ce malade sans se mettre en danger. Et ensuite, il y a d'autres équipements qui sont donnés à toutes les personnes qui sont impliquées dans la surveillance et qui sont en train de pister, pas seulement les confinés, mais tous ceux qui sont susceptibles d'être en contact avec les confinés ou avec les autres personnes chez lesquelles la maladie s'est déjà déclarée. Donc nous avons des institutions quand même dans ce pays qui ne s'occupent de ça. Nous avons, comme j'ai dit, l'INRSP qui s'occupe de ça. Nous avons le Centre national des opérations d'urgence en santé publique. Et il y a une direction centrale du ministère de la Santé que l'on appelle la DICE, la direction de l'information sanitaire et de la surveillance épidémiologique, qui chaque matin fait le tour des zones qui sont confinées et autres, mais avec des équipements spécifiques qui leur permettent quand même de faire le travail sans s'exposer aux dangers. Merci, docteur. Donc, monsieur le coordinateur, le temps que nous est imparti apparemment touche à sa fin. Si vous avez des amendements par rapport à la mise en œuvre de votre programme d'intervention. Bon, en tout cas, ce que je dois ajouter, c'est que on doit rassurer en tout cas la population de Nouakchott que ce recensement continue. Et que les mairies, pour nous, c'est un acteur que nous ne pouvons pas dépasser. C'est les élus du peuple, c'est aussi considérer que sont les plus proches de la population. Ils connaissent mieux le terrain. Ils ont plus de possibilités d'identifier et de localiser les ménages. Et dans ce cas, ça va nous aider beaucoup à accélérer cette opération d'enrôlement. Nous allons commencer depuis hier d'enrôler les listes que nous avons reçues de la part des mairies de Nouakchott. Même si nous avons reçu d'ailleurs, c'est que les gens n'arrivent pas à comprendre des listes même au niveau de notre première base de données à partir de certaines mairies. Vous n'avez pas reçu des omissions de... Non, des omissions, nous avons un numéro vert qui est gratuit. Toute personne qui réclame, même après avoir attribué des scores
s'il y a un ménage qui considère qu'il est plus nécessiteux qu'un autre, et il peut réclamer ses droits. Et nous avons une équipe qui va se déplacer sur place pour évaluer la situation de près et de lui attribuer un score qui est très... En tout cas, ce que nous faisons est vraiment à la portée de tout le monde, avec une transparence totale. Et dans ce cas, nous avons commencé depuis hier d'enrôler les listes que nous avons, une partie de ce que nous avons reçu de mairie. Après avoir certainement faire le croisement, c'est-à-dire on croise les données reçues de mairie par rapport à la base de données existantes que nous avons déjà enrôlées. J'ajoute aussi que nous faisons aussi, certainement, les gens n'arrivent pas ils n'ont pas cette information, on fait beaucoup de contrôles. Après avoir enrôlé le ménage, nous avons la possibilité de voir qu'il s'agit d'un fonctionnaire, est-ce qu'il s'agit de quelqu'un qui a même un revenu supérieur à ce qu'il a déclaré. C'est-à-dire nous avons beaucoup d'outils de contrôle qui fait que nous arrivons au maximum possible vraiment à voir quels les ménages qui ont droit à cette aide précieuse, qui va aider beaucoup, certainement. Et quand est-ce que l'intervention au niveau du reste du pays? En tout cas, maintenant, nous allons doubler, Inch'Allah, à partir de demain, l'effectif pour recenser le maximum possible au niveau de Nouakchott. Et par la suite, Inch'Allah, ce n'est pas un travail simple. Nous, depuis le 26, que nous travaillons vraiment jusqu'à le soir tard, et on continue vraiment aussi le matin tôt. Et dans ce cas, on continue, Inch'Allah, dès que nous arrivons à avoir un peu plus c'est-à-dire d'arriver un peu de distribuer une partie un peu de ce que, c'est-à-dire, si vous voulez, d'avancer un peu au niveau de la distribution, au niveau de notre... Et la Mauritanie profonde, elle est concernée aussi dans votre plan d'intervention? Nous, la devise que nous avons, je pense que je disais ça au début, c'est l'équité dans l'action du gouvernement. Et dans ce cas, Inch'Allah, nous allons arriver chez tous les ménages mauritaniens. C'est que Taazour déjà a commencé depuis un certain temps. Et nous avons aussi des programmes qui sont très ambitieux pour notre pays. Mais au niveau de la Mauritanie profonde, vous avez des zones qui sont complètement pauvres. Inch'Allah. Je crois savoir, puisque j'ai eu à l'Issionner à plusieurs reprises. Nous allons, Inch'Allah, avec ce programme que nous avons au niveau de Taazour, nous avons un plan d'action qui est très ambitieux, qui est composé de 5 programmes, avec vraiment des mesures qui vont, Inch'Allah, aider d'arriver avec un résultat qui est extrêmement important. C'est que nous allons essayer que notre population arrive à vraiment voir la vie décente de chaque ménage dans notre pays, Inch'Allah. Inch'Allah, c'est l'objectif, et de réaliser le bien-être pour notre population avec des programmes que, Inch'Allah, dès qu'Inch'Allah, nous arrivons à sortir de cette situation, Taazour commence, Inch'Allah, ces programmes, et elle va toucher, Inch'Allah, le maximum possible de pauvres Mauritaniens. Inch'Allah. Monsieur le directeur général, vous avez en dernier mot... Il faut aussi rappeler que cette distribution qui tombe très bien pour les populations vulnérables de Nouakchott, va oublier aussi tout ce que le président de la République, dans l'adresse à la nation dont vous avez parlé, c'est-à-dire les 5 milliards destinés aux 30 000 familles vulnérables, la suppression des taxes et impôts sur les denrées de première nécessité, la suppression des taxes communales sur les petits métiers, sur les factures d'électricité gratuites pendant 3 mois, l'eau au niveau des villages à l'intérieur du pays. Donc c'est un ensemble d'actions qui convergent toutes, n'est-ce pas, pour justement réduire l'impact négatif de l'ensemble des mesures qui ont été prises pour lutter contre le coronavirus. Merci, monsieur le directeur général. Docteur, vous avez un dernier mot? Bon, moi je crois que comme dernier mot, si je dois faire une recommandation, c'est de persister d'abord dans la bonne voie dans laquelle nous sommes. Il faut maintenir pour le moment le couvre-feu. Il faut maintenir le confinement d'une certaine manière, ou en tout cas la limitation des déplacements des populations d'une région à une autre. Il faut en tout cas faire de telle sorte, parce que ce n'est pas parce qu'on a 5 ou 6 cas que nous n'avons plus de problème. Non, restons-en à 5 ou 6 cas, mais renforçons la prévention avec tous les moyens que nous venons de citer ici, pour être sûr que dans quelques semaines, nous allons définitivement sortir de la crise, parce que c'est ça qui va relancer l'économie, qui va relancer l'activité et qui va trouver des solutions définitives aux problèmes des Mauritaniens. Parce que toutes les autres actions qui sont les bienvenues, qui sont salutaires, ne sont faites comme mesures d'accompagnement par rapport aux mesures qui sont prises pour renforcer
la distanciation ou en tout cas la protection des populations ou la limitation de la propagation du virus. Donc, merci docteur. Je vous remercie. Juste parce que j'ai parlé de distribution et de l'impact, de la réduction de l'impact, mais je dois surtout parler, bien entendu, de toutes les mesures que le ministère de l'Intérieur a prises, comme a dit le docteur, le couvre-feu, la gestion des frontières, l'interdiction de... Je voudrais dire que le ministère de l'Intérieur a aujourd'hui repris au niveau de l'ensemble des wilayas, envoyé des circulaires, de nouvelles circulaires, pour continuer, renforcer toutes les mesures qui ont été prises pour assurer la distanciation sociale. Et on lance un appel aux populations pour leur dire que c'est dans leur intérêt, pour leur dire qu'ils doivent prendre conscience de ce danger. Et pour les amener à respecter tous les dispositifs qui ont été mis en place et qui n'ont d'autres raisons et d'autres buts, d'autres objectifs, n'est-ce pas, que de nous prémunir de cette pandémie. Merci, M. le directeur. Donc, à la fin de cette émission consacrée à ce coronavirus et les dispositions prises par les différents départements ministériels pour faire face à cette pandémie, je tiens à remercier messieurs, M. Mohamed Ahid Oulisselmou, qui est le coordinateur du programme d'inclusion économique El Barka Ta'azour, M. Mohamed Aoulmimou, qui est le directeur général de l'administration territoriale au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, Dr Khan Mohamed Mustafa, qui est le directeur de la lutte contre les maladies transmissibles au ministère de la Santé. Merci à tout le monde.